encore moins un tournant historique. Hein. Tout dépend de ce qui va sortir de cette rencontre. Mais si je peux me permettre, ce n'est pas seulement une question d'image, c'est aussi une question de crédibilité en politique intérieure, mais plus encore de crédibilité vis-à-vis des amis et des alliés. Hein. La Russie a démontré, je le répète, depuis 3 ans et demi, une incapacité proprement hallucinante sur le plan militaire à vaincre un ennemi, un adversaire, franchement, sur le papier et sur le terrain, beaucoup plus faible. Quant aux États-Unis, sur la question de Taïwan, et de l'Indo-Pacifique de manière générale, avec leurs alliés que sont la Corée, le Japon, Singapour, etc., Donald Trump a intérêt à montrer qu'il est quand même capable, comme il l'a fait récemment, il y a quelques jours, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, de favoriser un cessez-le-feu ou un accord de paix, parce que sinon, il lui en tuera sur d'autres espaces que celui de l'Ukraine. Frédéric Ancel, juste une petite question. Donc effectivement, on a déjà le sentiment que la Russie commence à préparer un petit peu le coup d'après. On sait qu'il y a une invitation officielle pour Donald Trump pour qu'il aille en Russie qui a été lancée. Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, a redit pas plus tard que tout à l'heure qu'il était possible, voire même probable, que Donald Trump se rende à un moment en Russie, quel que soit finalement le résultat de ce premier meeting à Anchorage. Du coup, quelle serait l'image finalement renvoyée par un Donald Trump se rendant lui-même en Russie dans les prochaines semaines ? Alors, ce serait une image qui ne serait pas dégradée à condition qu'en Alaska, il se passe quelque chose. Et c'est toujours le même problème. En réalité, qu'est-ce que vous avez fait de votre crédibilité et qu'est-ce que vous avez dit de suffisamment substantiel pour que l'autre accepte à minima, je dis bien à minima, un certain nombre de concessions. Alors, si ça se passe plutôt bien à Anchorage, il y aura effectivement une deuxième étape. Et là, on reconnaît parfaitement la scénographie diplomatique d'un Poutine qui souhaite que, si des avancées ont lieu, que ce soit chez lui. Puisque vous l'avez bien rappelé, et par définition, et c'est logique, le deuxième round de négociation, en quelque sorte, se passerait en Russie. Et si c'est en Russie que ça se passe et qu'on parvient à un accord, alors pour le coup, devant l'histoire, Poutine aura gagné quelque chose. On apprend à l'instant que le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, se sont entretenus. Et ils disent que les deux parties ont confirmé leur engagement à faire de cet événement un succès. Mais ce serait quoi exactement un succès vu à la fois par Washington et par Moscou ? Alors, ce serait vraisemblablement un succès de type qui permettrait de faire des affaires. Pardon de parler de manière très très prosaïque comme ça, mais après tout, c'est le nord de la boussole de M. Trump et on le sait depuis quand même pas mal d'années maintenant. Hein. Lui, en réalité, il souhaite une cessation du feu et de préférence un accord de paix, mais en tout cas au moins un cessez-le-feu, de façon à pouvoir reprendre un niveau très élevé d'échange, de business, si vous voulez, avec la Russie. Bon, parce qu'au moment où la Russie envahit l'Ukraine il y a 3 ans et demi, le volume et la valeur des échanges entre les deux pays sont relativement importants, ce qui n'est pas le cas avec l'Ukraine, qui est beaucoup plus modeste évidemment. Donc ça, c'est ce que veut absolument M. Trump. Et donc pour lui, toute avancée à ce niveau-là serait un succès. Je pense que le succès pour M. Poutine, qui lui s'inscrit dans une dimension beaucoup plus idéologique, beaucoup plus politique, beaucoup moins économique, ce serait la possibilité offerte, enfin la validation en quelque sorte morale, diplomatique, appelez ça comme vous voulez, peut-être même juridique à terme, la validation de l'annexion d'une partie de l'Ukraine internationalement reconnue, mais que lui, M. Poutine, considère comme une partie de l'empire à reconstituer. Alors, vous voyez, donc on est sur des schémas de pensée tout à fait différents. Chacun ne voit pas nécessairement la victoire finale dans le même registre. Frédéric Ancel, un mot tout de même sur l'Europe. Les Européens se réunissent demain en réunion virtuelle avec le président américain et le président ukrainien. Est-ce que les Européens peuvent encore peser sur ce sommet auquel ils ne sont pas conviés ? Je pense que sur ce sommet, ils ne peuvent pas peser. Je pense que c'est beaucoup trop peu et beaucoup trop tard pour les Européens qui, jusqu'à présent en tout cas, n'ont pas démontré de volonté, la capacité, ils l'ont, de devenir une puissance globale et donc de peser, mais y compris sur des conflits qui se situent quand même sur le continent. Mais la volonté de s'unir d'une part et d'autre part de peser à la manière d'une puissance globale, pour l'instant, ils n'ont pas démontré. Et moi, vous savez, je suis de ceux qui considèrent, de façon assez, je crois, réaliste en géopolitique, qu'à la fin des fins, on ne prête qu'aux riches et que ce sont les puissants qui finissent par avoir la décision, même si ça ne les concerne pas très directement. C'est la raison pour laquelle, en tant que géopolitologue et en tant que citoyen, bien sûr, je prône une Europe puissante, c'est-à-dire une Europe qui ne se contentera plus d'être forte sur le plan économique, mais qui le sera aussi sur le plan politico-militaire.
Merci beaucoup Frédéric Ancel pour ces explications toujours extrêmement claires et passionnantes. Merci d'avoir été l'invité de BFM TV.